Les océans sont de vastes étendues mystérieuses, remplies de formes étranges et changeantes. Des créatures qui défient la logique et la pesanteur. Des anges aquatiques et des monstres sortis de l'enfer. Ce sont les créatures les plus insolites du monde sous-marin. Les monstres de l'océan. Nos héros subaquatiques sont des as du camouflage. Armés et dangereux, ce sont des maîtres de la survie, d'incroyables experts du déchiffrage et des virtuoses du sexe. Notre exploration de cet univers insolite débute avec les As du camouflage, où chaque jour est un mardi gras. Certains prennent l'apparence d'autres animaux, certains ressemblent à des objets, d'autres ne ressemblent à rien du tout. Que le but recherché consiste à se camoufler, à créer la confusion ou à s'accoupler, ces créatures ont toutes une chose en commun. Un pouvoir de transformation qui dépasse notre imagination. Aux antipodes, précisément en Australie, on trouve notre première race de la transformation. Le poisson-grenouille. Pourquoi un tel nom? Il n'y a pas de grenouille dans la mer. S'agit-il d'un raté dans le processus d'évolution? D'un laissé-pour-compte de la faune aquatique? Dépourvu de vessie natatoire, le poisson-grenouille est un mauvais nageur. Il progresse lentement sur le fond à l'aide de sa nageoire pectorale. Alors, pour chasser ses proies, l'espèce est passée maître dans l'art de l'embuscade. Première étape, se dissimuler. Les poissons-grenouilles ont développé la faculté d'imiter d'autres espèces moins dangereuses et plus appétissantes, comme les oursins, les éponges ou encore le corail. Ce sont tous des poissons-grenouilles parfaitement camouflés. Deuxième étape, attirer une proie crédule. Qu'est-ce donc que cette chose blanchâtre qui flotte au-dessus de la tête du poisson-grenouille? Un guppy? Un ver? Quoi qu'il en soit, elle a l'air appétissante pour les passants des environs. En réalité, ce n'est qu'un leurre, un appendice sur la nageoire dorsale du poisson-grenouille destiné à attirer les curieux, les affamés et les futures victimes. L'embusqué se tient immobile, attendant le moment idéal. La crevette disparaît instantanément. Comment un poisson aussi lent peut-il agir aussi rapidement? Pour y parvenir, il déploie sa gueule prognate en un temps record de 6 millisecondes. En décomposé, la gueule s'ouvre et s'affaisse, ce qui crée une pression négative, autrement dit un vide dans lequel s'engouffre l'eau et tout ce qui se trouve à proximité. Revoyons l'attaque au ralenti. Ouverture, aspiration, disparition. Mais ce rayon tracteur vivant a ses limites. Le poisson-grenouille n'a pas de dents. Il doit engloutir sa proie d'un trait ou renoncer. Impossible, par exemple, d'avaler cette limande tout rond. Elle parvient à se dégager. Le poisson-grenouille devra attendre son prochain repas, ce qu'il sait très bien faire. Certaines créatures sont capables de prendre la forme d'autres animaux, mais également de se fondre dans leur habitat. Comme cette limande. Elle disparaît littéralement dans son environnement, et ce, à dessein. Grâce à son corps aplati et à son camouflage d'écailles, elle prend l'apparence du fond marin. Et lorsqu'une proie passe à proximité, elle surgit en un éclair.
Voici une crevette, autrement dit, le dîner. La limande s'enfouit sous une fine pellicule de sable, ne laissant que ses yeux émerger. Aussi curieux que cela puisse paraître, à la naissance, ses yeux sont situés de chaque côté de son corps. En devenant adulte, un œil migre vers l'autre côté pour donner au poisson cette forme plate caractéristique qui lui permet de si bien se cacher. La crevette pressent le danger. Un peu trop tard. Mais l'activité de la limande ne passe pas inaperçue. Ce balbuzard a repéré un repas facile. La limande tente bien de se remettre à l'abri, mais le sable manque et l'eau est trop peu profonde. Le chasseur est chassé à son tour et le cycle de la vie continue. Tandis que les autres limandes, mieux camouflées, survivent. Pour certains, les Bermudes sont des îles paisibles réputées pour leur climat ensoleillé, leur hospitalité et leurs shorts longs aux couleurs criardes. Pour d'autres, elles marquent le sommet du triangle des Bermudes, un endroit où toutes sortes de choses disparaissent dans la mer des Sargasses. Que vous inspire cette prise de vue? Regardez bien. Quelque part dans ces algues se cache notre prochaine créature étrange. Si vous parvenez à la distinguer. Besoin d'un indice? Elle est là. Voici le pêcheur des Sargasses. Prouesse de l'évolution, ce chasseur d'une dizaine de centimètres de long parvient à prendre l'aspect des algues brunes qui l'entourent. Sa peau a la même texture que le fucus. Les taches blanches ressemblent à de petits vers dont les petits poissons se nourrissent sans se douter qu'ils sont épiés, évalués et avalés. En regardant le pêcheur de plus près, on distingue sa proie qui se débat à l'intérieur. Mais son agonie ne durera pas. Voyons à présent un autre spécimen extraordinaire. Ce crustacé parasite vient se fixer sur la langue de certains poissons et la dévore progressivement. Puis, il colonise son hôte et le parasite devient sa nouvelle langue. Le camouflage absolu. Aussi curieux que cela puisse paraître, cette greffe s'avère plutôt efficace. Une façon peu ordinaire de remplacer l'ancien par du neuf. Pendant des siècles, l'homme a considéré que les aboiements, les coassements, les couinements et autres pépiments d'animaux n'étaient que du bruit. Mais nous savons désormais que ces sons ont une réelle signification. Et leur sens a de quoi étonner. Lors de la chasse, les dauphins élaborent des stratégies entre individus. Ils coordonnent leurs mouvements à l'aide de sifflements et de cliquetis. Mais leur comportement est aussi important que les sons qu'ils émettent. Le groupe est un aspect essentiel de la vie des dauphins. Ils synchronisent leur nage pour montrer qu'ils sont sur la même longueur d'onde, s'évaluent et se pourchassent. En cas de menace, les dauphins serrent les rangs pour affirmer leur solidarité. Parfois, malgré leur apparence espiègle, leur comportement exprime une véritable agressivité. La colère d'un dauphin se manifeste par des hochements de la tête, des émissions de bulles et des claquements du rostre. Ici, dans les eaux arctiques, on trouve une autre espèce apparentée au dauphin, le beluga ou baleine blanche, un cétacé dont le poids peut atteindre 700 kg. Ces animaux sont parfois appelés les canaris de l'océan à cause de l'éventail de sons aigus qu'ils utilisent pour communiquer entre eux. Ce sont des créatures très sociables, mais lorsqu'elles commencent à chanter, rien ne semble pouvoir les arrêter.
Un nouveau-né émet ses premiers sons 4 heures après sa naissance. Mais son répertoire vocal ne lui sera d'aucun secours s'il vient à s'échouer. Ce groupe de belugas s'est aventuré dans des eaux peu profondes. C'est l'été dans l'Arctique, la saison de la mue. Ce bébé a été séparé de sa mère et se retrouve échoué sur la côte. Il appelle à l'aide, mais le groupe est impuissant. Il grille sous le soleil, attendant le moment propice pour regagner l'eau avant qu'un ours polaire ne le repère. Par chance, la marée monte et le petit peut regagner la mer. Il a appris la leçon. Ne jamais s'éloigner de maman. Les manchots ne peuvent pas se permettre de perdre la trace de leur petit. La survie de ce dernier en dépend. Les parents peuvent plonger jusqu'à une profondeur de 240 mètres pour pêcher la nourriture destinée à leur progéniture. Puis, après une dure journée de labeur, ils retournent sur le rivage des îles de l'Antarctique et partent à la recherche de leur petit. Ils errent comme un client de supermarché qui a égaré sa voiture sur le parking. Mais les parents doivent rester concentrés, car s'ils venaient à nourrir un autre petit par erreur, leur bébé mourrait de faim. Heureusement, la nature a trouvé une parade étonnante. Les parents parviennent à discerner la fréquence audio de leur petit dans le brouhaha ambiant qui règne au sein de la colonie de milliers d'individus. De son côté, le petit a exactement la même faculté. C'est un peu comme si vous pouviez reconnaître la voix de votre enfant ou de vos parents dans un stade rempli de supporters qui hurlent à tue-tête. Dommage qu'il n'y ait pas de son pour dire « Pardon, laissez-moi passer ». Les bébés sont le signe qu'il y a de l'amour dans l'air, ou plus exactement dans l'eau. On nous a souvent parlé des abeilles et des oiseaux, mais plus rarement des coraux et des seiches, et à juste raison. La reproduction est un processus étrange sous la surface de l'eau, et ces créatures sont prêtes à tout pour saisir leur chance. Elles se battent pour un territoire, pour le droit de s'accoupler. Elles changent d'apparence, de genre. Elles s'associent ou se séparent, comme nous allons le découvrir. Voici le spécimen le plus branché de la famille des limaces de mer. On l'appelle le lièvre de mer à cause de ses rhinophores sur la tête, des tentacules sensoriels en forme d'oreilles de lapin qui lui servent à trouver de la nourriture et un partenaire pour s'accoupler. Grâce à son manteau en forme d'aile, il flotte gracieusement entre deux eaux sans être inquiété par les prédateurs, car c'est un animal toxique. Son régime alimentaire est constitué d'algues. Et quand vient le moment de se reproduire, cet invertébré fait appel à tous ses semblables, sans exception. Le lièvre de mer est une espèce hermaphrodite. Elle est dotée d'organes sexuels mâles et femelles. Lors de l'accouplement, le premier individu se comporte en femelle. Le second se comporte en mâle avec le premier et en femelle avec un troisième, et ainsi de suite jusqu'au dernier, qui remplit uniquement le rôle de mâle. Lorsqu'il est plein, le lièvre de mer pond des millions d'œufs reliés entre eux. Par précaution, ces longs cordons verdâtres sont ancrés au laminaire du fond des océans. Dans les eaux de l'Arctique, ce ne sont pas les accouplements qui sont étranges, mais plutôt les affrontements qui les précèdent. Ce phoque à capuchon nage sous la couche de glace à la recherche de nourriture. Les mâles, impatients, se battent pour le droit de rester auprès de la femelle, qui redeviendra disponible dès que son petit sera sevré. Deux mâles se jaugent, se préparent au combat et gonflent leurs ballons.
Le phoque à capuchon doit son nom à cet étrange appendice nasal qui lui sert à exhiber sa virilité, si l'on considère qu'agiter un gros ballon rose a quelque chose de viril. Cependant, cet appendice remplit une fonction intéressante. Les mâles peuvent atteindre 3 mètres de haut et peser plus de 400 kg. Déplacer une telle masse corporelle suppose une dépense d'énergie importante, d'où l'intérêt de dissuader un concurrent en se contentant de déployer un ballon plus imposant. Mais ces deux mâles sont aussi bien dotés l'un que l'autre. Ils vont donc devoir en découdre jusqu'à ce que le plus fort chasse son rival de la glace. Le vainqueur refait surface pour courtiser sa future partenaire. Son gros ballon rose va-t-il l'impressionner? Les choses semblent bien engagées. À présent, le mâle peut se reposer à côté de la femelle et de son petit. Il semble apaisé. Enfin, presque. En matière d'accouplement, ce ne sont pas toujours les mâles qui se disputent pour la paternité. Chez les platelmintes, ou vers plats, il s'agit parfois de déterminer qui sera le père et qui sera la mère. Comme les lièvres de mer, les vers plats ont aussi bien des organes sexuels mâles que femelles. Mais lorsque vient le moment de faire des petits vers plats, ils doivent déterminer les rôles de chacun. Et c'est ce qui provoque les affrontements. Les deux platelmintes se cabrent, exposant leur face antérieure. Ces protubérances blanchâtres ne sont pas des armes. Il s'agit de leur pénis, des inséminateurs à canon double. La reproduction des platelmintes commence par un duel au cours duquel chaque individu tente d'inséminer l'autre à l'aide de son pénis double. Une joute moins gracieuse qu'il n'y paraît, car il est fréquent que les deux adversaires se perforent mutuellement lors de combats qui peuvent durer près d'1 heure. Pourquoi croisent-ils le faire? Donner naissance à sa progéniture suppose une grande débauche d'énergie. Le père victorieux peut vaquer à ses occupations sans autre responsabilité. Le vaincu, qui endosse le rôle de la femelle, absorbe la semence de son rival. Il devra travailler plus dur et plus longtemps pour se nourrir et rester en vie. Le père dérive paisiblement avec le courant, tandis que la mère, déjà responsable, fouille le sol marin en quête d'un repas. Oui, la vie de parent n'est pas toujours une partie de plaisir. Bien qu'on ait ses enfants dans la peau, il arrive qu'on en ait plein le dos, littéralement. Ces petits crapauds du Suriname vont enfin quitter leur mère. Mais d'où sortent-ils? De son dos. C'est là, sous la peau, que les œufs de cet ovipare sont incubés. Une fois formés, les petits crapauds s'extirpent de leur cavité, laissant quelques cratères sur le dos de maman. Voilà de quoi se réconcilier avec ses vergetures. Pour l'argonaute voilier, l'amour est un instant fugace. Le petit mâle s'éloigne après s'être accouplé avec la femelle plus imposante. Mais il lui laisse un petit cadeau en souvenir. Un ectocotyle, un long bras copulateur rempli de sperme et capable de répandre sa semence bien après le départ du mâle. L'univers sous-marin abrite un monde dangereux dans lequel les créatures ordinaires se battent bec et ongles. Mais certaines espèces exotiques transportent un armement bien plus sophistiqué. Épines toxiques, foreux acides, mâchoires doubles, éperons éjectables. L'évolution a doté certains animaux d'un arsenal étonnant. Épaulés,
en joue feu. Ce siphon sert de tube respiratoire, mais aussi de mise en garde. Son propriétaire émerge lentement de la couche de sédiments. C'est un gastéropode venimeux de 15 cm de long, un cône. On considère généralement les gastéropodes comme des créatures lentes, visqueuses et délicieuses à manger avec du beurre à l'ail. Mais sur les 40 000 différentes espèces recensées, il en existe qui font exception. Dans les eaux d'Asie du Sud-Est, voici la version sous-marine du char, avec sa spire blindée, ses chenilles flexibles, sans oublier son canon. Ce cône dispose de pédoncules oculaires, mais il se sert principalement de son sens olfactif pour chasser, à l'aide de son siphon. La cible, un poisson qui se trouve à proximité. La proie se cache sous les rochers au lieu de s'enfuir. Mauvaise idée. Car à l'intérieur de ce tube inquisiteur, le proboscis, le cône dispose d'une arme à longue portée, un harpon. Une puissante contraction musculaire lui permet de projeter ce dard sur sa proie. Les cônes qui chassent les poissons sont particulièrement dangereux. Les neurotoxines que contient leur venin peuvent être mortelles pour l'homme. Ce harpon est chargé et armé. La proie est à portée de tir. Le cône frappe. En quelques secondes, le poisson est paralysé, ramené jusqu'au siphon et englouti. Une fois repu, le cône retourne s'enfouir sous les sédiments, son siphon dressé en guise d'avertissement. Notre prochain maître de l'armement ressemble davantage à une décoration de Noël qu'à un tueur. Cette petite créature translucide est un sténophore. Elle tire sa couleur de la diffraction de la lumière par des rangées de peignes locomoteurs qui absorbent certaines longueurs d'onde de la lumière visible. En dépit de leur aspect, il ne s'agit pas de méduses, car les sténophores n'ont pas de cellules urticantes, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont inoffensives pour autant. Elles peuvent paraître jolies, mais comme souvent, les apparences sont trompeuses. En réalité, elles dissimulent des armes plus sournoises. Se nourrissant de plancton, de crustacés et d'autres sténophores, certaines de ces créatures, comme ce spécimen de l'ordre des béroïdés, ont développé une grande bouche et un appétit vorace. Les sténophores n'ont pas de cerveau et aucun sens spécifique. Seul un réseau de cellules nerveuses primitives autour de la bouche leur permet de détecter les traces de produits chimiques dans l'eau. Lorsqu'un sténophore rencontre un aliment comestible, il ouvre grand la bouche et ingère sa proie. Ce béroé ferme la bouche et maintient sa prise en place à l'aide de crochets spéciaux. D'autres espèces de sténophores ont une méthode de chasse plus complexe. Leurs tentacules sont recouverts de cellules collantes. Une fois capturées, les proies progressent vers l'estomac où elles sont digérées. La taille importe rarement. Les sténophores ingèrent aussi bien des amuse-bouches que des plats de résistance. Celui-ci lance ses tentacules à l'assaut de cette méduse, mais ne parvient pas à l'engloutir. La méduse riposte avec ses tentacules urticants, se dégage de l'étreinte et parvient à s'échapper. Le sténophore poursuit sa route, imperturbable, prêt à saisir la prochaine occasion. Dans le registre des maîtres de l'armement,
voici une créature d'une toute autre corpulence. Les mâles narvals peuvent peser jusqu'à 2 tonnes. Certains mesurent 5 mètres de long. Mais c'est sa longue défense horizontale qui rend ce grand mammifère cétacé si unique. Il s'agit en réalité du développement de son incisive gauche, laquelle peut atteindre une taille de 3 mètres. Mais pourquoi s'embarrasser d'une telle épée? Selon certains scientifiques, elle remplirait une fonction de détecteur. Mais cette défense se développe principalement chez le mâle. S'il s'agissait d'un attribut lié à la survie, les femelles en seraient également dotées. Certains scientifiques estiment que la croissance de cette incisive remplit les mêmes fonctions que les bois des cervidés ou que les moteurs gonflés de nos adolescents. Autrement dit, son développement servirait à déterminer le mâle le plus viril. Il est rare que ces derniers croisent le fer, ou en l'occurrence l'ivoire. Cependant, on ignore la fonction réelle de ces joutes, et ce ne sont pas les narvals qui nous renseigneront. Les concombres de mer sont des créatures d'apparence insignifiante. Pourtant, leur observation réserve de nombreuses surprises. Ce spécimen, une holoturie chevelue, s'enfouit sous le sable en plusieurs heures. Lorsque son corps est bien enseveli, il déploie ses tentacules plumeux pour se nourrir. La moindre microalgue récoltée est dirigée vers sa bouche, où un panache ramifié filtre les débris organiques. Mais au premier signe de danger, la forêt disparaît. Les concombres de mer ignorent la peur, probablement parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Un système nerveux péribuccal leur indique quand ils doivent bouger, se battre ou manger. Dans le royaume animal, il n'y a pas de salle d'urgence, de pansement ou de baiser de maman pour panser les bobos. Le combat exige d'avoir du cran. Prenons le cas de ce spécimen. Un poisson vient mordre son postérieur. Une erreur. Les concombres de mer expulsent de longs filaments gluants, les tubes de Cuvier, par l'orifice cloacal. Ils sont collants et toxiques. Si le poisson reste emmêlé, il risque de mourir. Mais il refuse le combat contre cette forme aux ressources insoupçonnées. Ces bébés tortues kawan n'ont aucune idée de ce qui les attend dans l'océan. Mais cela ne les arrête pas. À peine venues au monde, elles se dirigent droit vers une eau qu'elles découvrent, pour une destination qu'elles ne connaissent pas. Elles utilisent leur vue pour se diriger vers l'océan, et tant qu'elles nagent dans les eaux côtières, elles se guident selon l'orientation des vagues. Une particularité unique à l'espèce. Dans l'obscurité des profondeurs marines, elles maintiennent le cap en se servant du champ magnétique terrestre, si elles ne se font pas dévorer avant. Les nudibranches sont des limaces de mer. Elles présentent toute une variété de formes, de tailles, de couleurs et de super-pouvoirs. Celle-ci nage près de la surface de l'eau. Elle parvient à flotter en avalant de grandes quantités d'air. Elle se dirige vers sa proie, la physalie, une créature environ 50 fois plus grande. Un acte suicidaire? Pas lorsqu'on dispose de super-pouvoirs.
La limace de mer mordit les tentacules de la physalie. Celles-ci sont couvertes de nématocystes, des vésicules urticantes capables de tuer de petits poissons ou de faire pleurer de douleur un homme adulte. Mais la limace de mer est immunisée grâce à une épaisse couche de mucus autour de sa bouche. Tandis qu'elle avale les tentacules, elle aspire les vésicules urticantes. Ce qui ne tue pas un nudibranche le rend plus fort. Les nématocystes traversent son système digestif et passent sous sa peau. La limace les recycle pour sa propre défense. Tant et si bien que lorsque ce poisson lime tente de mordre un morceau de la limace de mer, il reçoit une décharge douloureuse, mais rien de plus. Après tout, un surplus de puissance entraîne des responsabilités accrues. La loutre de mer est l'un des rares mammifères à utiliser des armes. Parmi ses préférés, les galets et les bébés. Si la loutre peut utiliser un galet pour ouvrir une palourde récalcitrante, elle peut aussi prendre un petit en otage pour contraindre sa mère à rapporter de la nourriture en guise de rançon. Lorsqu'un animal ne dispose pas d'un pouvoir insolite, il peut se contenter d'adopter une stratégie de survie inhabituelle. Parfois, il ne suffit pas d'avoir un endroit où se cacher. Une coquille, même robuste, n'impressionne pas toujours. Encore moins dans un documentaire consacré aux animaux les plus étranges du monde. Ici, seules les créatures les plus extravagantes sont éligibles. Comme ces poissons aux ailes inquiétantes, cette palourde qui s'enfouit à cloche-pied ou ces poissons clowns protégés par des tentacules toxiques. Ces stratagèmes permettent à nos concurrents d'accomplir la plus élémentaire des prouesses, rester en vie. Dans la jungle panaméenne, les basiliques à plumes passent le plus clair de leur temps à chasser les insectes et les poissons au bord de l'eau. Celui-ci a trouvé une proie potentielle. Un papillon virevolte à portée d'attaque, attiré par l'odeur d'un fruit mûr. Le lézard affamé observe attentivement, sans se douter qu'il est espionné. Le basilic frappe. Un jeu d'enfant. Il gobe sa proie, ignorant qu'une vipère Bushmaster le surveille de près. Un venin mortel coule le long de ses crochets et le serpent bénéficie de l'effet de surprise. La vipère a acculé le lézard contre la berge. Elle déclenche l'attaque. Mais le basilic a un pouvoir unique. Il peut marcher sur l'eau. Un atout qui lui vaut le surnom de lézard Jésus-Christ. Lorsque le pied du lézard claque la surface, une cavité d'air se forme à partir de la couche de gaz prise dans le claquement. Le pied qui sort de l'eau est relayé par l'autre membre en quelques millièmes de seconde. Cependant, le basilic n'est pas un sprinter. Il se déplace en moyenne d'1,50 m par seconde, soit 5,5 km par heure. Généralement, il ne parcourt que 4,50 m avant de couler. Mais cela suffit pour s'échapper. Le Bushmaster se contente d'observer en vain. Le basilic ressurgit de l'autre côté de la berge, affamé, mais vivant. Au Japon, rester en vie après avoir consommé du poisson globe est un but récurrent. Ici, cet animal est considéré comme un mets raffiné, mais potentiellement mortel. La peau et le foie de ce poisson contiennent de la tétrodotoxine, un poison paralysant mortel. Mal préparé, un sashimi de ce poisson peut tuer un homme adulte. Le corps de certains spécimens est recouvert d'épines qui sont généralement à plat, mais qui se dressent en cas de danger. Le poisson globe
avale de l'eau dans son estomac élastique et gonfle instantanément. L'effet de surprise constitue un bon moyen de défense, en théorie. Mais dans la pratique, c'est ce que nous allons découvrir à l'occasion d'un pugilat sous-marin. Dans le coin gauche, le poids plume en titre, Bouboule, le poisson globe. Dans le coin opposé, Herbert la murène, le tueur aux mâchoires d'acier. La murène frappe la première, mais le poisson globe passe dans la catégorie de poids supérieur. La murène peine à maintenir sa prise et son adversaire parvient à s'enfuir. Curieusement, le poisson globe a sauvé sa propre vie, mais aussi celle de la murène. Si cette dernière avait mangé son adversaire, c'eût été son dernier repas. Ce poisson en forme de disque semble venir du cosmos et non des océans. Mais sous l'eau, la maule, aussi appelée poisson-lune, est bien dans son élément. Quand vous avez la corpulence d'une camionnette, vous pouvez vous rendre où bon vous semble. Cette créature passe l'essentiel de son temps à plonger dans les profondeurs, à la recherche de sa nourriture préférée, les méduses. Les méduses ne sont pas très nourrissantes. Il lui faut donc en avaler d'énormes quantités. Mais pour l'heure, ce poisson-lune n'a pas prévu de faire un festin. Aujourd'hui, il remonte à la surface pour traiter un problème personnel et même intime, celui des parasites. Car ce gros poisson est régulièrement infesté par une quarantaine de parasites différents. Dans le monde marin, il est inutile d'essayer de s'en débarrasser seul. Mieux vaut chercher de l'aide. Ces rubans de laminaires flottants tombent à point nommé. Étrange? Sans doute. Mais c'est ce qu'a prescrit le médecin. Cependant, même en pleine nature, il faut attendre l'heure de son rendez-vous. Les poissons-lunes patientent en ligne, puis, leur tour venu, ils basculent sur le côté, pour les soins. Le travail des poissons nettoyeurs est minutieux, mais certains parasites résistent. Le poisson-lune doit donc consulter un spécialiste. La mouette. La mouette taillade la peau de son patient et extirpe les derniers réfractaires. Libre et propre, le poisson-lune peut enfin retourner se nourrir. Au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, les palourdes ont la vie dure. Pas facile d'être un mollusque. Les palourdes n'ont pas de cerveau et finissent souvent dans la soupe. En outre, elles manquent de vivacité. Mais elles ont un pied. Enfin, un pied qui ressemble à une langue, mais parfois cela suffit amplement. Le long du littoral de la côte atlantique, ces mactres d'Amérique passent leur journée à filtrer l'eau pour se nourrir des micro-organismes du phytoplancton. Certains se cachent sous le sable, ne laissant dépasser qu'un siphon pour se ravitailler. Elles n'ont peut-être pas de cerveau, mais elles sont loin d'être idiotes. S'enfouir dans le sable est une bonne stratégie de survie. Pour contrarier leur plan, les raies chauves-souris retournent le sable meuble pour mettre au jour les mactres avant de les broyer avec leurs puissantes mâchoires. D'autres chasseurs, comme cette huîtrier pie, ont une autre technique pour s'offrir une assiette de fruits de mer. Ils sectionnent les muscles de ce couteau américain et ouvrent la coquille. Les palourdes n'ont pas d'yeux à proprement parler, mais elles disposent de cellules photoréceptrices particulières. Un changement soudain de l'intensité lumineuse
signalent la présence de quelque chose de plus grand au-dessus d'elles. Lorsqu'elles sentent le danger, les palourdes s'enfoncent dans le sol. Les plus rapides peuvent creuser 2,5 cm par seconde. Est-ce suffisant pour rester en vie? Bien joué! Voilà une palourde qui s'en tire à bon compte. Certains poissons doivent regretter de ne pas avoir des yeux dans le dos. Mais le Macropina microstoma est allé au-delà. Il a développé un crâne transparent, rempli d'un gel translucide, ce qui permet à ses deux grands yeux tubulaires verts de voir les proies qui nagent au-dessus de lui. À l'avant, les deux cavités sombres qui ressemblent à des yeux correspondent à son nez. Allez comprendre. Après avoir passé en revue les techniques de camouflage, les attitudes étranges, les armes insolites et les comportements sexuels atypiques, voici la crème de la crème en matière d'excentricité. Les créatures que l'on ne voit jamais et qui vont hanter vos cauchemars. Comme le blobfish, le poisson ogre et le poisson vipère. Mais notre champion toute catégorie relègue tout ce petit monde à plusieurs longueurs. Il vit dans l'obscurité totale, à plus de 1500 mètres de profondeur, dans ce que l'on appelle la zone bathypélagique. Ici, il ne faut pas avoir peur du noir. C'est la lumière qu'il faut craindre. La lumière est un leurre agité par notre champion de l'étrange, la baudroie abyssale. Le leurre est alimenté par des bactéries bioluminescentes qui vivent à l'intérieur de la baudroie. Le poisson dérive au fil des courants en agitant sa balise, attendant que quelque chose morde. Ce calmar croit tomber sur un repas tout cuit. Une erreur fatale. Le calmar était plus petit que la baudroie, mais fût-il plus gros, cela n'aurait rien changé. À cette profondeur, les repas sont trop rares et trop espacés. Afin de saisir la moindre opportunité, la baudroie abyssale a développé une mâchoire ductile et un estomac extensible. Vous en voulez encore? Voici le poisson lanterne, ou diable noir. Une femelle pour être exact. Elle a ce poisson en ligne de mire. Ce n'est pas une proie, c'est un mâle. Voici la version masculine du diable noir. Un organe sensoriel spécial lui permet de cibler les femelles. S'il n'est pas simple de dégoter de la nourriture à ces profondeurs, il est encore plus difficile de trouver une petite amie. Mais l'espèce a résolu le problème d'une manière pour le moins singulière. Le mâle mord le ventre de sa partenaire. Son corps libère une enzyme qui dissout la chair sous la morsure et soude sa gueule au ventre de la femelle. Les deux ne font plus qu'un. Le mâle tirera sa nourriture de sa compagne jusqu'à la fin de sa vie. En retour, la femelle hérite d'une réserve de sperme qu'elle pourra utiliser lorsqu'elle sera prête à s'accoupler. Remercions la baudroie abyssale pour la touche d'extravagance qu'elle apporte à nos vies. À côté d'elle, tous les animaux que nous avons vus paraissent normaux, ce qui est une prouesse. Car parmi toutes les créatures effrayantes qui errent sur cette terre, aucune n'est plus étrange ou plus sauvage que celle que l'on trouve dans l'immensité de l'océan.